Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour être ici dans un jour non canonique pour ce cours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de séminaire. On terminera demain avec la dernière leçon et le dernier séminaire qui sera donné par Guglielmo Cinque. Donc, on était en train de discuter l'approche appelée des principes et paramètres à l'invariance et à la variation linguistique, approche selon laquelle le système de la grammaire universelle est un système de principes et paramètres. Les principes expriment des propriétés universelles et les paramètres expriment le point de choix, la dimension de la variation sont généralement des points de choix binaires. La grammaire particulière d'une langue, de cette manière, est conçue comme la grammaire universelle, qui est donc une partie intégrante de la grammaire d'une langue, avec les paramètres fixés d'une certaine manière sur la base de l'expérience par l'enfant qui acquiert la langue. Nous avons illustré l'approche classique, l'approche paramétrique classique, en utilisant le paramètre du sujet nul, qui a été certainement l'un des paramètres les plus étudiés et qui continue à être étudié. Donc vous vous souvenez que l'idée de base, c'était d'essayer de relier de manière déductive toute une série de propriétés qu'on constate à travers les langues, des propriétés qui semblent covarier, en attribuant ces propriétés de variation à une seule différence primitive, le paramètre du sujet nul qui pourrait être défini comme en 6 ici. Donc certaines langues ont ce pronom nul, appelé petit pro, légitimé par la flexion verbale, oui ou non. Et puis on admettait que cette propriété de différence primitive interagissait avec d'autres propriétés pour déterminer tout le pattern de variation observée. Donc d'un côté, des langues comme l'italien et le roumain ont la possibilité d'avoir un sujet nul référentiel, mais aussi un sujet nul explétif avec des verbes atmosphériques comme piove, par exemple. Ces langues ont aussi l'inversion libre du sujet, donc l'alternance sujet-verbe, verbe-sujet. Gianni ha telefonato Gianni. La possibilité de sortir le sujet d'une phrase subordonnée sans aucun problème, sans rien changer à la structure, pour obtenir des configurations comme 4A qui credi che verrà, tandis que les langues non à sujet nul, le français et l'anglais spécifiquement, n'admettent pas cette simple extraction. Quelque chose d'autre doit se passer pour permettre l'extraction d'un sujet subordonné. Donc quelque chose comme « qui crois-tu que viendra ?» c'est bizarre en français. « Who do you think that will come ?» c'est bizarre en anglais. Et puis toutes ces propriétés étaient liées à une propriété morphologique, morphosyntaxique, c'est-à-dire la richesse dans l'expression de l'accord dans le paradigme verbal, ce qu'on a appelé la généralisation de Taraldsen, parce qu'il avait été observé dans le travail de Taraldsen dans les années 70, début années 80, c'est-à-dire les langues qui ont une spécification riche de l'accord ont tendance à donner une réponse positive à la propriété paramétrique fondamentale, et donc à admettre le sujet nul de cette manière. On a vu que dès qu'on a commencé à étendre la base empirique de ce type de phénoménologie, on s'est rendu compte que les choses étaient en effet plus compliquées, qu'il y avait aussi toute une série d'autres cas qui devaient être pris en compte. Donc le travail a amené à identifier, ici je vais rapidement parce que c'est quelque chose qu'on a discuté la dernière fois, des langues à sujet nul à part entière,
comme l'italien, comme le roumain, comme l'espagnol, qui ont toutes les propriétés qu'on a illustrées, mais aussi des langues à sujet nul partiel, avec différents degrés de manifestation des propriétés du sujet nul, des langues comme l'islandais, par exemple, comme le portugais brésilien, comme les autres langues qu'on a discutées en ce contexte, l'hébreu, le finnois, etc. Des langues qui, fondamentalement, admettent le sujet nul, mais seulement avec certaines interprétations. Par exemple, l'interprétation d'explétif, non pas l'interprétation référentielle. Puis, il a fallu introduire d'autres distinctions dans la classe de propriété. Par exemple, on a observé que certaines langues à sujet nul utilisent la position focale basse et permettent donc l'inversion, l'ordre verbe-sujet, comme l'italien, une manière pour focaliser le sujet dans ce type de configuration. Mais il y a d'autres langues à sujet nul. On a discuté la dernière fois le cas du lingala, de langue africaine lingala, qui a toutes les autres propriétés des langues à sujet nul, sauf l'inversion en ce sens. Il y a d'autres phénomènes d'inversion qu'on observe dans les langues bantoues, mais pas ce qu'on a appelé en relation à l'italien l'inversion libre. Donc il faut admettre qu'il y a des marges de variation. Il faut admettre d'autres propriétés paramétriques qui interagissent avec la propriété fondamentale. Est-ce que la langue a une propriété focale basse, oui ou non? Est-ce que la langue admet uniquement le sujet nul avec interprétation explétive ou aussi avec interprétation référentielle, etc. Donc il y a toutes ces propriétés. Ensuite, on a aussi observé qu'il y a d'autres manières d'obtenir un sujet nul et qui exigent une forme ultérieure de paramétrisation. Par exemple, il y a des langues qui admettent le sujet nul seulement à la racine de l'arbre, seulement dans la position la plus haute de l'arbre. On a observé ça dans le langage enfantin, même dans l'acquisition de l'anglais, dans l'acquisition du français. L'enfant passe par une phase de sujet nul de ce type. Et on a observé que certaines langues adultes avaient cette même propriété. Donc là, c'est un paramètre indépendant qui permet la possibilité de ne pas prononcer un sujet. Et puis, on a observé qu'un autre paramètre qui permet les sujets nuls est le paramètre de l'option paramétrique d'arguments nuls généralisés qu'on observe dans les langues d'Extrême-Orient, chinois, japonais, coréen, où on peut bien sûr omettre un sujet tout en étant dans un système qui n'a aucune manifestation d'accord, mais ce cas d'omission du sujet est un cas particulier, un cas généralisé d'omission d'arguments qui peut concerner les objets directs, les objets indirects, etc., etc. Donc tout cela a amené à une multiplication des paramètres qui traitent la phénoménologie de non-réalisation d'un sujet dans la langue. On a brièvement évoqué aussi la dernière fois le cas du paramètre tête-complément, n'est-ce pas? Ça, c'est une propriété paramétrique extrêmement importante qui affecte pratiquement toutes les phrases de la langue. Donc il y a d'un côté des langues où la tête précède le complément, où l'ordre est verbe-objet, et des langues où la tête est finale, par exemple le verbe suit l'objet direct. Si nous prenons des cas où cette propriété paramétrique est exprimée de manière totalement cohérente, nous avons des cas comme par exemple l'anglais d'un côté ou le français, où la tête systématiquement précède le complément, et des cas comme le japonais, un exemple en 4, ou phrase correspondante à 3, où la tête, de manière aussi systématique, suit le complément. Ce qui donne, dans les deux langues, des structures arborescentes qui sont presque l'image miroir l'une de l'autre. Vous voyez qu'en anglais, vous avez le verbe qui précède l'objet, meet Bill,
l'expression du temps ou du modal qui précède le syntagme verbal, donc can, meet, bill, etc. Le complémentaire, l'élément qui introduit une phrase subordonnée, un élément comme that, qui précède la phrase subordonnée. Donc nous avons systématiquement cet ordre, tandis qu'en japonais, nous avons largement l'ordre contraire. Donc, tandis que dans une langue comme l'anglais, le nœud qui branche est typiquement le nœud de droite, donc nous avons cette structure qui branche à droite. Dans un cas comme le japonais, nous avons plutôt une langue qui tendanciellement branche à gauche. L'arbre japonais correspondant à l'arbre anglais, ou ça aurait très bien pu être un arbre français, en français, n'est pas l'exacte image miroir, parce qu'il y a certaines choses qui restent constantes, n'est-ce pas? On avait brièvement discuté cela. Vous voyez que fondamentalement, ce qui reste constant ici est l'ordre sujet-prédicat. Le sujet vient avant le prédicat, dans les deux cas. Ce qui détermine le fait que nous n'avons pas, dans une langue comme le japonais, l'image miroir parfaite de l'arbre anglais. Alors pourquoi évidemment, il y a quelque chose qui reste constant. Ici, nous avons brièvement discuté de manière superficielle par rapport à un thème qui exigerait beaucoup plus d'attention, mais juste pour donner une idée, nous avons discuté le fait que si nous regardons l'ordre de mots dans les langues du monde, nous voyons qu'il y a une généralisation qui saute aux yeux. Le sujet, typiquement, précède et est plus haut dans la structure que l'objet, n'est-ce pas? Donc, en regardant les ordres les plus fréquents, SOV, SVO, VSO, ici, c'est des données que j'ai prises de World Atlas of Language Structures et des travaux de Matthew Dreyer, on peut observer que les ordres nettement plus fréquents, ce sont ces trois ordres, sont caractérisés par le fait que le sujet précède toujours l'objet. Ce qui varie est la position du verbe, qui peut être tout à la fin, SOV, au milieu, SVO, au début, VSO, comme dans les langues celtiques, par exemple. Mais la généralisation que le sujet précède l'objet, et le sujet est plus haut que l'objet dans la structure, est tout à fait préservée. Tandis que les ordres où l'objet précède le sujet sont très rares. Nous avons dit qu'en prenant les données sur Walsh, quelque chose comme 97 des langues qui ont été discutées en ces termes ont le sujet qui précède l'objet. On a dit que l'exception est tellement limitée qu'on peut essayer de la traiter en termes de quelque chose de spécial qui se passe dans les langues où nous avons l'ordre où l'objet vient avant le sujet dans l'ordre linéaire, et une possibilité qui a été envisagée de manière très directe, en particulier pour le cas le plus fréquent des ordres non fréquents, donc l'ordre verbe, objet, sujet, qu'on observe par exemple dans beaucoup de langues austronésiennes, et que ce qui se passe, c'est qu'on parle d'une structure SVO, style anglais, style français, etc. Et puis il y a un processus de mouvement, de topicalisation, de quelque sorte, ce n'est pas exactement une topicalisation, mais en tout cas d'antéposition du syntagme verbal, ce qui détermine un ordre de surface comme verbe, objet, sujet, que nous trouvons par exemple en malgache et dans beaucoup de langues de cette famille. Et peut-être on peut faire quelque chose de comparable aussi pour les autres ordres rares dans cette situation. On pourrait dire que, en tenant compte de cette stabilité dans le fait que le sujet précède le reste de la structure, on pourrait dire que fondamentalement, si on pense à la structure X bar pour les différentes configurations et pour la phrase en particulier, on pourrait dire que typiquement ce qui varie est l'ordre tête-complément, qui peut être tête-complément ou complément-tête, tandis que la position du spécificateur reste essentiellement constante. C'est-à-dire le spécificateur précède le reste de la structure, le sujet étant un cas particulier de
spécificateurs. Et on peut essayer de spéculer sur la raison pour laquelle on n'a pas vraiment de variation sur l'ordre entre le spécificateur et le reste de la structure. Par exemple, on peut observer que les spécificateurs sont typiquement les positions d'arrêt, les positions d'arrivée du mouvement, n'est-ce pas? Pensez par exemple à la formation d'une question en anglais, vous antéposez quelque chose, vous bougez l'élément interrogatif à une position spécificateur initiale. Donc, si le mouvement est vers la gauche, vers la position initiale, vous aurez une configuration où l'élément antéposé est présenté avant le trou, la position vide, n'est-ce pas? Donc, vous aurez, si vous entendez quelque chose en français comme « quel livre, blablabla, quel livre penses-tu qu'on devrait lire hein? Vous avez d'abord la position de l'élément bougé. Et ensuite, dès que cet élément est présenté, vous savez que vous devez chercher quelque part dans la structure un trou, une trace qui correspondra à cet élément. Tandis que si le mouvement était vers la droite, donc si les spécificateurs étaient vers la droite, on rencontrait d'abord le gap, le trou, ce qui rend les choses un peu plus difficiles, évidemment, du point de vue du traitement de la structure en temps réel. Donc, on pourrait penser à une explication fonctionnelle de ce type pour le fait que les spécificateurs, en tant que position d'arrivée du mouvement, précèdent le reste de la structure. Voilà, mais on sait très bien, on savait très bien, quand on parlait de paramètres tête-complément en général, qu'on ne pouvait pas vraiment penser qu'il y avait un paramètre unique exprimant l'ordre tête-complément. Parce que, déjà dans les années 60, Joseph Greenberg, le père d'une grande tendance théorique, la typologie linguistique au sens moderne du terme, avait observé certaines généralisations qui montraient des tendances dans l'ordre tête-complément, mais qui montraient aussi des exceptions, manifestement. Donc, Greenberg, dans son fameux article de 63, avait observé dans l'échantillon de langue qui était petit à l'origine dans cet article, mais ensuite ses élèves ont étendu significativement l'échantillon en retrouvant quelque chose de proche aux généralisations quantitatives observées par Greenberg. Donc Greenberg avait observé que normalement les langues VO, verbe-objet, ont tendance à être des langues prépositionnelles, où la préposition précède son objet. Donc dans les langues où on dit mange gâteau, on dit avec Jean, typiquement, n'est-ce pas? Tandis que les langues OV, donc des langues où on dit des choses comme gâteau-mange, ont tendance à être des langues postpositionnelles. Donc on dit gâteau-mange, on dit aussi Jean avec, plutôt que l'autre ordre. Mais il y avait des exceptions. Donc il y a une tendance à cette corrélation, mais c'est simplement une tendance statistique. Analoguement, les langues VO ont tendance à être des langues où l'auxiliaire précède le verbe. Donc dans les langues où on dit « mange gâteau », on dit aussi « à manger ». Tandis que les langues OV ont tendance à être des langues où l'auxiliaire suit le verbe. Donc l'auxiliaire, ou la marque temporelle, suit le syntagme verbal. Et donc on dit des choses comme « manger à ». Quelque chose comme ça. Okay? Mais il était tout à fait clair dans la discussion de Greenberg qu'il y avait des tendances avec des exceptions. Ce qui veut dire, si on prend à la lettre ce travail, qu'on ne peut pas simplement essayer de fixer le paramètre tête-complément une fois pour toutes pour une langue. Parce qu'il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des différences. Et donc il faut se donner la possibilité de fixer cet ordre pour chaque catégorie de manière distincte, avec la tendance à la régularité, à l'harmonie, comme on dit aujourd'hui, mais ce n'était pas une propriété stricte, fondamentalement, des langues. Donc, le paramètre tête-complément, exactement comme le paramètre du sujet nul, doit être décomposé en une multiplicité de paramètres, un pour chaque tête,
avec la tendance à fixer l'ensemble de manière harmonique. Il y a beaucoup de travail important sur ce thème en reprenant la tradition de Greenberg, mais en utilisant une théorie grammaticale étoffée comme la théorie des principes et paramètres, le minimalisme, dans les travaux du groupe de Cambridge en Angleterre, donc Ian Roberts, mais aussi Anders Holmberg, qui est à vrai dire à Newcastle, en tout cas ils travaillent ensemble, et puis Sheehan, Biberauer, etc., qui ont essayé de reprendre cette tradition et d'étudier d'un côté les tendances générales, de l'autre côté les marges de variation, et aussi, chose très importante dans ce type de contexte, les cas qu'on ne trouve pas du tout, c'est-à-dire même là où il y a variation, il y a des trous dans la distribution des propriétés. Et par exemple, nos collègues de Cambridge, en tout cas en Angleterre, signalent un certain type de contrainte générale qu'ils appellent de final over final condition, qui montre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas testées. Vous verrez demain dans la présentation de Cinque qu'il est extrêmement important, si on essaye de réinterpréter les résultats de la tradition typologique en termes d'un cadre plus étoffé, comme la syntaxe minimaliste, par exemple, il est extrêmement important de prêter attention à ce qui est fréquent, à ce qui est rare, mais aussi à ce qui n'est pas du tout attesté. Et il faut, en général, essayer de trouver des explications de principe de pourquoi certaines situations ne sont pas du tout attestées. Et vous verrez demain, dans le travail présenté par Cinque, en particulier sa réinterprétation de l'universel numéro 20 de Greenberg, concernant l'ordre des éléments dans les structures nominales, qu'il est extrêmement important de se focaliser sur cet aspect, expliquer pourquoi certaines choses ne sont jamais attestées. Voilà. En tout cas, pour revenir à l'approche initiale sur les paramètres, cette approche envisageait un petit nombre de paramètres, chacun capable de gouverner plusieurs propriétés, mais le développement des études empiriques a montré qu'il fallait enrichir considérablement l'ordre de grandeur de paramètres afin de décrire correctement les choses. Et donc le cas du paramètre du sujet nul et du paramètre tête complément sont représentatifs de cette situation générale. Ça, c'est le schéma initial. Comment interpréter ce qui s'est passé après, donc, cadre de principe des paramètres présenté au début des années 80, et ensuite ces études empiriques qui ont porté à la prolifération de paramètres, comment interpréter l'histoire de ces idées et le développement de ces idées. J'ai un peu discuté ce genre de questions dans deux articles sur la théorie des paramètres, cités ici. Et le point principal de cette discussion est que, afin de bien suivre le développement de la théorie des paramètres, il faut se poser deux questions. Il faut identifier deux types de choses. D'abord, se poser la question du format des paramètres. Quelle est une forme possible pour un paramètre? Quelles sont les limites de la paramétrisation possible? Est-ce que tout peut être paramétrisé dans le système, oui ou non? Et puis la question du locus. Où est-ce que les paramètres sont spécifiés dans l'architecture générale de la grammaire? Quel est le point dans l'architecture grammaticale où on exprime ce fameux point de variation binaire? Alors, commençons de la conception initiale. Au début, disons, quand on commençait à proposer des analyses paramétriques, on ne se posait pas vraiment la question du format.
n'importe quoi pouvait être paramétrisé. C'était naturel, on venait d'introduire la notion. Et donc, on se disait, bon, il faut qu'on se donne la liberté d'utiliser cette notion à fond. Une stratégie de recherche tout à fait raisonnable. Mais on faisait une hypothèse relativement précise sur le locus de paramètres, où est-ce qu'ils sont représentés. Un cadre comme le cadre Government Binding, ou la première version de la théorie des principes et paramètres, avait une structure modulaire. Donc il y avait plusieurs sous-théories dont chacune traitait une certaine propriété ou un certain ensemble de propriétés. Donc d'abord, il y avait le module X bar, je mentionnais brièvement ça avant, qui était un peu la structure, la théorie de la construction de la structure. On prend des têtes, on les combine avec des compléments, puis les têtes et les compléments, on les combine avec des spécificateurs. De cette manière, on dessine une structure arborescente sur laquelle le mouvement peut s'appliquer, etc. Donc il y avait un module de construction de structure, fondamentalement identifié à la théorie X-bar, avec certains paramètres, un petit nombre de paramètres, en particulier le paramètre tête-complément ou les paramètres tête-complément, s'il y en a plusieurs, comme on a dit. Puis il y avait un module de localité. Il y avait des principes de localité qui disaient, qui exprimaient le fait que le mouvement ne peut pas s'appliquer à grande distance. Il faut respecter certaines contraintes de grammaticalité, de localité, pardon. En particulier, il faut pouvoir capturer cette grande découverte empirique qui est la découverte des îlots grammaticaux. J'ai brièvement parlé de Ross la dernière fois, le caractère très imaginatif des noms qu'il a introduits pour toutes sortes de contraintes syntaxiques, mais surtout ces découvertes empiriques, la découverte des îlots, la découverte du fait que certaines configurations syntaxiques ne permettent pas le mouvement, ce qu'il appelait îlot. Alors, on avait constaté que certaines contraintes d'îlot fonctionnaient de manière un peu différente d'une langue à l'autre. Donc, il fallait introduire une paramétrisation pour traiter ces différences. Donc, le module de localité avait de petites paramétrisations. En effet, le tout premier paramètre qui a été introduit était précisément sur ce thème, un thème qui s'est révélé être tout à fait marginal quand on a commencé à voir les aspects de variation plus importants. Mais en tout cas, historiquement, ça a été le premier paramètre discuté. Puis il y avait un module qui s'occupait de l'assignation de cas. Là, il est clair que sur le cas, il y a beaucoup de variations entre les langues. Il y a des langues qui ont des systèmes casuels très riches, d'autres qui ont des systèmes très pauvres, etc., etc. Mais il est clair qu'à part les détails, il y a certaines propriétés majeures dont il faut rendre compte par une paramétrisation. Donc, est-ce que la langue fonctionne à la manière des systèmes nominatifs accusatifs ou à la manière des systèmes ergatifs absolutifs? Je vous rappelle, on l'a brièvement discuté en relation aux paramètres du sujet nul. Les langues nominatives accusatives, fondamentalement, assignent le cas nominatif au sujet, n'importe quelle structure, tandis que les langues ergatives absolutives traitent de la même manière le sujet des structures intransitives et l'objet des structures transitives, en assignant le même cas à cet élément, avec un cas spécial qui est assigné au sujet des structures transitives. Donc là, il y a certainement au moins cette paramétrisation majeure et bien d'autres choses, évidemment. Module du liage. Liage était vraiment central dans ce contexte. Le liage, c'était l'expression de propriétés référentielles d'entités comme les réfléchis, les pronoms, les expressions nominales en général. Quel type de dépendance référentielle peuvent-ils accepter? Et là, on avait observé qu'il y avait des paramétrisations. Par exemple, dans certaines langues, des choses comme les réfléchis devaient toujours être liées dans la phrase simple, donc à niveau local, et d'autres langues avaient des phénomènes qu'on appelait anaphores de longue distance, donc un élément comme l'équivalent de ce en français, qui
peut néanmoins avoir un antécédent qui n'est pas dans la même phrase simple. Donc il y avait là aussi une paramétrisation. Je vais peut-être montrer un exemple après. Puis il y avait un module concernant les éléments nuls, la prononciation obligatoire, facultative de certains éléments. Bien sûr, le paramètre du sujet nul était un cas de paramétrisation sur ce module. Voilà, donc l'idée que la structure modulaire des principes était le locus des paramètres suggérait qu'il y avait peu de paramètres, fondamentalement, parce que il y avait peu de modules, il y avait relativement peu de principes. Donc si chaque principe avait 1, 2, 3 paramètres, il y avait globalement un petit nombre de paramètres, quelques dizaines. Personne n'osait faire des estimations, mais l'idée que tout le monde avait, c'était ça. Donc peut-être on peut s'en tirer avec quelques dizaines de paramètres. En ce qui concerne le format, comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'attention, il n'y avait pas une vraie tentative de dire voilà le format des paramètres. Donc pratiquement tout pouvait être paramétrisé. Et vous avez ici une liste des premiers paramètres qui avaient été discutés. Donc d'abord les barrières pour la localité peuvent varier, c'était dans mon propre travail, etc. Petit pro, disons, le sujet nul est légitime, oui ou non. Des verbes, certaines classes verbales, comme par exemple les verbes épistémiques, ont un comportement en anglais, un comportement très différent dans les langues romanes. On va voir des exemples de cela. Donc ça a été aussi une propriété à paramétriser. Les prépositions se comportent de manière différente. Par exemple, il y a des langues qui permettent aux prépositions de rester seules, pour ainsi dire, voir le phénomène qu'on appelle en anglais preposition stranding. Who do you speak, who do you talk to, par exemple. Hein? Vous laissez la préposition toute seule. On n'a pas ça dans les langues romanes, bien sûr. Donc il y a là un paramètre. Keynes avait essayé de travailler là-dessus en traitant cela en termes de propriété d'assignation casuelle. Puis tête-complément, complément-tête, on a déjà parlé de ça. Puis il y avait des paramètres de déplacement. Le verbe se déplace à T, se déplace à la flexion, oui ou non. Par exemple, Emmons Pollock avait dit oui, en français, le verbe se déplace à la flexion verbale, en anglais contemporain, non. Donc là aussi, il y a un paramètre qui doit être mentionné dans la liste. Ensuite, V2, le verbe fléchi se déplace au complémentaire en position initiale, oui ou non. Les langues germaniques, sauf l'anglais, qui a perdu ce phénomène dans son histoire il y a plusieurs siècles, toutes les langues germaniques contemporaines sont des langues V2, où le verbe fléchi se déplace en première ou deuxième position, plutôt, normalement. Okay? Donc il y a un paramètre qui distingue, par exemple, l'allemand de l'anglais ou l'allemand de l'italien. Puis, il fallait quelques paramétrisations pour rendre compte de l'ordre très spécial VSO, qui était caractérisé comme mettant en jeu le mouvement du verbe vers une position haute dans la structure phrasale, ce qui déterminait l'ordre verbe-sujet-objet dans des langues comme, par exemple, les langues celtiques, hein, l'irlandais, par exemple. Là aussi, donc, on traitait ça comme paramètre. Il y a des anaphores à longue distance. L'anglais n'a pas d'anaphore à longue distance. Himself exige toujours son antécédent dans la phrase simple, mais l'islandais a des éléments comme sig qui peuvent aller à distance. Le latin C, si vous pensez comment C fonctionnait en latin, c'était une anaphore de longue distance, par exemple. Donc il y a une paramétrisation là. Évidemment, de paramètres
très importants comme le mouvement de l'élément interrogatif est visible ou n'est pas visible. En anglais, voilà, on déplace à la position initiale. En chinois, non, ça c'était la contribution très importante de Jim Huang aux premières discussions paramétriques. Et puis il y avait aussi des paramètres d'un caractère extrêmement général. Par exemple, Ken Hale, à MIT, avait suggéré que peut-être des langues comme certaines langues aborigènes d'Australie étaient des langues avec des caractéristiques assez différentes. Il les appelait des langues non configurationnelles, pour rendre compte du fait qu'il y a une très grande liberté dans l'ordre de mots dans ces langues. Vous pouvez penser un peu au latin poétique comme modèle de langue non configurationnelle. Vous pouvez avoir, par exemple, les différents éléments du syntagme nominal distribués un peu partout dans la structure. Donc, ce que Ken Hale avait dit, peut-être il y a des langues où les arbres sont assez plats, fondamentalement, comme dans ce cas de langue configurationnelle. Donc, vous voyez qu'il y avait une liste de paramètres qui allait de quelque chose d'extrêmement général, comme le dernier, à des propriétés extrêmement spécifiques, comme certains des autres cas qu'on a discutés. Et ça posait toute une série de problèmes. Un problème, c'était justement la liste. Cette liste n'a pas l'air de converger, de donner des indications sur un principe organisateur, un peu n'importe quoi peut être paramétrisé, etc. Liste plutôt arbitraire. Puis, il y avait le fait que certains paramètres semblaient être directement liés à la présence d'un certain item dans le lexique fonctionnel. Par exemple, cette histoire de paramètres d'anaphore de longue distance, clairement, n'est pas une propriété globale de la théorie du liage dans une langue, mais c'est lié à la présence d'un certain item spécifique dans le lexique de la langue. Donc, par exemple, sig en islandais. L'anglais n'a pas d'équivalent de cela, n'a pas d'anaphore de longue distance. Si vous pensez un peu au fonctionnement de soit en français, vous voyez que soit aussi se comporte un peu comme une anaphore de longue distance, dans une phrase comme celle-ci, où soit a on comme antécédent, et vous voyez que cet antécédent se trouve à l'extérieur de la phrase simple qui contient soit. Analoguement, c'est en latin, c'est en italien dans une certaine mesure, etc., etc. Mais donc ça n'était pas une propriété globale de la grammaire, c'était plutôt lié à la présence d'un certain item dans le lexique fonctionnel. Puis certains paramètres globaux, comme la non-configurationnalité, pouvaient être réanalysés comme des conglomérats de paramètres plus petits. Donc cette idée qu'il y a une grande distinction entre des langues configurationnelles et des langues non configurationnelles ne rendait pas compte du fait qu'en effet, il y a une sorte de gradation, si on pense à la liberté dans l'ordre de mots. L'anglais est clairement moins libre dans l'ordre de mots qu'une langue australienne comme le Warlpiri. Mais il y a des degrés intermédiaires. L'italien est un peu plus libre par rapport à l'anglais. Et ceci est la conséquence du paramètre du sujet nul. En italien, on peut avoir ce fameux sujet nul qui permet d'avoir l'argument au sujet dans plusieurs positions. Donc un peu plus de liberté. Le japonais est un peu plus libre que l'italien parce qu'il a un phénomène appelé, encore une fois, par l'imagination créatrice de Ross, scrambling, la possibilité de déplacer un élément, où donc l'ordre sujet-objet et objet-sujet peuvent alterner dans certaines configurations. Et puis le Warlpiri, où on peut faire éclater les expressions nominales, par exemple, distribuer les différents morceaux dans la structure syntaxique. Il y a différents degrés fondamentalement, et ceci est fonction de certains paramètres. Donc on n'a pas un seul paramètre global, on a plutôt deux paramètres qui donnent comme cas extrême d'un côté l'anglais, de l'autre côté le Warlpiri, mais il y a des cas intermédiaires. Il y en a beaucoup plus, en effet, si on regarde les langues attentivement. Okay? Et plus généralement,
des exigences d'adéquation empirique avaient déterminé une croissance importante du nombre de paramètres. On l'a vu ça par rapport au sujet nul, etc. etc. Alors, une idée alternative à l'idée du locus comme expression dans les principes et dans la structure modulaire des principes avait été présentée par Hagit Borer dans sa thèse. Elle avait dit que, je traduis ça en termes actuels, de ma terminologie actuelle, que le locus était le lexique, fondamentalement. Donc les propriétés de variation étaient exprimées dans le lexique, en particulier dans le lexique fonctionnel. C'est vrai qu'il y a cette distinction entre le lexique de contenu, verbe, nom, etc., et le lexique fonctionnel, des articles, des marques fonctionnelles de différents types, des complémenteurs, des auxiliaires, ainsi de suite. Donc l'idée de Borer était que peut-être, à l'intérieur du lexique fonctionnel, on exprime ces propriétés des variations. Donc le locus est le lexique fonctionnel. Cette idée n'avait pas eu initialement un très grand impact, mais elle s'est imposée progressivement. Et dans le cadre du minimalisme classique, elle a été adoptée comme le point de vue fondamental sur le locus des paramètres. Le locus des paramètres est le lexique fonctionnel. Évidemment, le nombre de paramètres, disons l'estimation a priori sur le nombre de paramètres, varie significativement si on prend le point de vue initial ou le point de vue de Borer, n'est-ce pas? Parce que pour le point de vue initial, la numérosité de paramètres est déterminée par le nombre de modules, par le nombre de principes. Donc il y a peu de modules, peu de principes, donc peu de paramètres. Si on prend au sérieux l'idée que l'hypothèse de Borer ou Chomsky-Borer, comme on l'a parfois appelée, parce que Chomsky l'a tout de suite discuté et utilisée quand elle a été proposée par Hagit Borer, évidemment la numérosité des paramètres est déterminée par la taille du lexique fonctionnel. Et on sait qu'il y a beaucoup d'éléments dans le lexique fonctionnel. Là, des estimations de la littérature typologique et des estimations des études cartographiques, dont on parlera beaucoup demain, convergent pour dire qu'il y a des centaines d'éléments fonctionnels. Donc, s'il y a des centaines d'éléments fonctionnels, on va avoir un nombre plus important de paramètres. Puis, si on ne limite pas la paramétrisation aux éléments du lexique fonctionnel, mais on admet aussi le lexique de contenu. Alors, il est clair que là, nous avons des milliers d'options possibles pour la paramétrisation. Okay? Donc, ça change. Et ce qu'on a observé empiriquement, la nécessité de multiplier le paramètre, va dans le sens de l'hypothèse de Borer ou de Chomsky-Borer. Voilà, cette prolifération de paramètres a été critiquée. Par exemple, Friedrich Neumayer a fait une critique disons, d'un cadre, supposons minimaliste, qui aurait adopté la conjecture de Chomsky-Borer en disant s'il y a un nombre si grand de paramètres, c'est une sorte de réduction à l'absurde de l'idée de la syntaxe paramétrique comme théorie restrictive de la variation. C'est une sorte de retour non déclaré à la conception pré-paramétrique des grammaires comme système de règles. Okay? Donc ça, Fritz Neumayer a développé cette critique dans plusieurs papiers d'il y a une vingtaine, une quinzaine d'années. En effet, les nombres sont très importants. Si vous réfléchissez à ça un instant, Kane, dans l'article que j'ai cité tout au début de ce cours, combien de langues il y a, n'est-ce pas? C'est
une question que Keynes aborde, il fait l'observation tout à fait banale suivante, mais avec des conséquences, que si nous avons une centaine de paramètres, ceux-ci déterminent 2 puissance 100 systèmes linguistiques. Donc, en base 10, 10 puissance 30, plus ou moins. Ce qui veut dire un nombre monumental, disons, absolument énorme de systèmes possibles. Et l'idée qu'il soit nécessaire de postuler une centaine de paramètres est tout à fait normale. Pensez simplement au séminaire de Giuseppe Longobardi au début de ce cours. Lui, il travaillait avec 80 quelques paramètres uniquement dans la structure nominale. Donc, il y a la structure nominale, mais ensuite il y a la structure verbale, etc. etc. Donc, il est tout à fait raisonnable de penser avec cet ordre de grandeur. Donc, Neumayer dit il y en a trop, il y a trop de possibilités, et donc il y a quelque chose qui cloche dans ce système. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce type de critique parce que, justement, elle ne tient pas compte de la distinction, c'est pour cela que j'ai insisté sur la distinction, entre le locus et le format des paramètres. Pourquoi? Parce que le locus d'un système à la Chomsky-Borer, effectivement, est très, très généreux. Elle met un grand nombre de paramètres parce que c'est lexique fonctionnel, donc on peut en avoir beaucoup. Mais le format, donc ce qu'on peut faire avec un paramètre, est extrêmement restrictif, et aussi restrictif que la syntaxe minimaliste. Il y a peu de choses qu'on peut faire dans la syntaxe minimaliste, un système très austère de ce point de vue. Et donc, il y a un petit nombre d'opérations qui peuvent être déclenchées par une spécification paramétrique. Donc, de ce point de vue, le système reste très, très restrictif et très différent par rapport à un système préparamétrique où on pouvait effectivement faire n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas de restriction sur le sur le format des transformations, essentiellement. Okay? Donc, voilà, je crois que le système reste restrictif. Quelqu'un de vous pourrait se poser la question de la prénabilité, n'est-ce pas? L'enfant apprend la langue. Bon, on observe ça, n'est-ce pas? Donc, il arrive à gérer un nombre d'options très élevé, sans problème. On pourrait dire, mais comment est-ce possible? Si l'enfant cherche une grammaire après l'autre ici pour trouver la bonne grammaire, il n'y arrivera jamais. C'est trop grand, n'est-ce pas? Mais il est clair que la recherche de la grammaire n'est pas faite de manière aussi bête, force brute. Ce qui est essentiel du point de vue de la learnability, de la prénabilité, c'est que chaque paramètre ait des données facilement accessibles à l'enfant qui permettent de le fixer. C'est tout ce qui est nécessaire. Le nombre de paramètres n'a pas vraiment d'importance de ce point de vue. Okay? Ce qui est essentiel, c'est que chaque paramètre puisse être fixé sur la base des données qui sont accessibles à l'enfant. Donc, de ce point de vue, un paramètre qui exigerait des données extrêmement complexes pour être fixé ne serait pas apprenable, effectivement. Mais si chaque paramètre a cette caractéristique de pouvoir être appris sur la base de très peu de données, il n'y a pas de problème de learnability, pas de problème d'apprenabilité. Pensez par exemple à l'ordre, paramètre d'ordre, verbe, objet, objet, verbe. Il suffit à l'enfant d'entendre une phrase pour décider si sa langue est verbe-objet ou objet-verbe. Et donc on espère pouvoir penser que les paramètres ont cette caractéristique de manière générale. Voilà donc le petit système que j'ai proposé dans les articles que j'ai cités. Dans la grammaire minimaliste classique, on peut dire que le format des paramètres est toujours ça. Un certain item du lexique ou du lexique fonctionnel a un certain trait F. Le trait F est une instruction pour une certaine opération syntaxique. Donc, le trait F déclenche une certaine opération syntaxique.
Et quant au locus, j'adopte l'hypothèse ou la conjecture de Borer-Chomsky, et donc on peut dire que le locus est le lexique, éventuellement le lexique fonctionnel. Alors, cette très simple type d'approche aux paramètres conduit automatiquement à une typologie de paramètres sur la base des opérations syntaxiques qui peuvent être déclenchées dans la syntaxe minimaliste et qui donc peuvent être déclenchées par les différents paramètres. Alors voyons quelle est cette typologie. Voilà une typologie possible. On verra dans quelques minutes que Chomsky, dans ses travaux récents, a à l'esprit une typologie plus restrictive, nettement plus restrictive. Mais essayons de raisonner de manière d'une généralité totale. Si on part de ces hypothèses sur le format et le locus de paramètres, on arrive à dire que les paramètres peuvent faire des choses en relation aux opérations possibles dans le système minimaliste. Donc, il y aura des paramètres d'assemblage externe, external merge, donc des propriétés variables d'une langue à l'autre qui diront en quelles circonstances on peut mettre ensemble deux choses. Il y aura des paramètres sur l'assemblage interne. Ça, c'est notre manière, je vous rappelle, de traiter le déplacement. Donc, il y aura certainement des paramètres sur le déplacement. Et ici, il faudra faire une distinction entre paramètres sur le déplacement de syntagme et paramètres sur le déplacement de tête. Il y a ces deux manières de déplacement. Il y aura des paramètres sur l'accord, les phénomènes d'accord. L'accord ne peut pas être réduit à merge. L'accord est une relation entre deux éléments, fondamentalement, qui partagent certains traits, et ça, ce n'est pas merge, c'est une autre chose, c'est un autre type de relation locale qui pourra être soumise à la paramétrisation. Et puis, il y aura des paramètres d'externalisation, donc des paramètres relatifs à la manière dans laquelle les structures sont externalisées, sont rendues accessibles aux autres, essentiellement. Ce qui veut dire, par la prononciation, si on pense au langage oral, et à la réalisation manuelle, visuelle, en langue de signes, par exemple. Okay. Donc, je voudrais partir sur ces 4 possibilités de paramètres, illustrer très brièvement les différents cas, puis discuter brièvement du point de vue récent de Chomsky, et puis conclure pour aujourd'hui en gardant à l'esprit que tout ça va être très pertinent demain, en particulier en relation avec la présentation de Cinque qui traite de manière beaucoup plus approfondie, qui va traiter de manière beaucoup plus approfondie certaines des choses que nous avons rapidement évoquées aujourd'hui. Voilà, donc paramètres d'assemblage externe, donc paramètres sur external merge, donc sur la possibilité de mettre ensemble des catégories syntaxiques. Là, les éléments ne sont pas mis ensemble de manière arbitraire, évidemment, mais ils sont mis ensemble en respectant certaines exigences de sélection. Chaque élément sélectionne certaines choses et pas d'autres choses. Par exemple, un verbe transitif sélectionne un objet direct, donc il veut être associé à un objet direct. Un verbe intransitif n'a pas cette propriété. Or, la sélection est en partie sémantique et en partie formelle, comme on avait observé déjà il y a longtemps. Sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque verbe a une structure argumentale. Donc, chaque verbe caractérise une petite scène, n'est-ce pas? Quand nous entendons un verbe, le verbe nous évoque une petite scène qui a un certain nombre de participants. Un participant, deux participants, trois participants. Pensez, par exemple, partir, il y a un participant, j'en pars.
voir, j'envoie Marie, 2 participants. Donner, Jean donne un livre à Marie, 3 participants. Ça, c'est la structure argumentale qui a à voir avec la sémantique du verbe, et le nombre d'arguments projetés dans la syntaxe correspond au nombre de rôles thématiques que le verbe peut assigner. Mais ce n'est pas le cas que tout est décidé au niveau de la sémantique. Il y a aussi un aspect de sélection formelle. C'est-à-dire que les langues décident le type de catégorie, par exemple, avec lequel ils réalisent un certain argument. Et il y a des différences entre les langues. Ici, j'ai mis quelques exemples anglais, français pour illustrer ce phénomène, qui montrent que la sélection formelle est en partie indépendante de l'interprétation. Par exemple, un verbe comme answer en anglais est un verbe transitif qui prend un objet direct, tandis qu'en français, dans la langue romane, c'est un verbe qui prend un objet prépositionnel, répondre à la question, par exemple. Et ceci a des conséquences syntaxiques. Par exemple, ici, on peut passiviser parce que c'est un objet direct. The question was answered. Mais dans les langues romanes, vous ne pouvez pas vraiment faire ça de manière immédiate. Et puis, il y a le cas contraire. Listen prend un complément prépositionnel, tandis qu'écouter, ascoltare en italien, prend un objet direct. Donc, il y a vraisemblablement les rôles thématiques assignés sont les mêmes ou très très proches, mais il y a cette différence dans la sélection formelle qui détermine le cadre dans lequel un verbe est inséré. Donc, par rapport à cette propriété, les langues varient. C'est des paramètres dans notre conception très, très générale des paramètres. Parfois, il y a des variations syntaxiquement très intéressantes liées à ces différences de sélection lexicale. Pensez par exemple aux verbes épistémiques, des verbes comme croire, believe en anglais, credere en italien, croire en français. Vous avez que quand ces verbes prennent un complément temps fini, un verbe conjugué, c'est apparemment la même chose dans les 3 langues. Donc il y a une subordonnée introduite par that, que, etc. Mais dans le paradigme infinitif, donc quand le complément est à l'infinitif, il y a une grosse différence. En anglais, vous avez une structure accusatif infinitif. Donc, Mary believes John to know the answer. Okay? Et en italien, c'est pas bon. En français, c'est pas bon. C'était peut-être des structures éventuellement possibles à certains stades, mais qui ne sont pas possibles maintenant. Et ceci a des conséquences. En anglais, on peut passiviser sans problème. John is believed to know the answer. On ne peut pas vraiment passiviser en italien, en français. Donc il y a des conséquences syntaxiques de cette sélection, cette propriété sélectionnelle. Par contre, en italien, en français, on peut avoir des compléments de contrôle avec un autre type de pronom nul, pas celui du sujet nul, mais un autre type de pronom nul contrôlé par le sujet de la principale. Gianni crede di sapere la risposta, j'en crois savoir la réponse. Le français a probablement la même structure que l'italien, sauf que le complémentaire prépositionnel n'est pas prononcé. Tandis qu'en anglais, contrairement à ce que les locuteurs de langue romane qui apprennent l'anglais peuvent normalement croire, on n'a pas vraiment de structure de contrôle. Donc on n'a pas John believes to know the answer. Okay? Et donc il y a toutes ces différences qui sont liées vraisemblablement à une différence primitive, un paramètre primitif de sélection. Believe sélectionne une structure sans complémentaire, tandis que credere, croire, sélectionne une structure complète avec toute la structure du complémentaire, même dans le paradigme infinitif, ce qui donne, en allant rapidement ici, qu'en anglais, par exemple, le sujet de la phrase subordonnée où une partie a été éliminée, la structure du complémentaire, est accessible à recevoir un cas du verbe principal. Donc on a une structure accusative infinitive. I believe John to know the answer. Okay? Tandis que dans les langues romanes, puisqu'il y a plus de structure,
exprimé de manière réalisée en italien, de manière abstraite en français. Il y a plus de structure. Le verbe reste trop éloigné de cette position. Il ne peut pas y avoir d'assignation casuelle, et donc on n'a pas de structure accusative infinitive. Le seul élément qui peut se manifester dans cette position est ce fameux pronom nul qui n'a pas besoin de spécification casuelle, selon une certaine manière de voir les choses, etc., etc. Et tout le paradigme peut être ramené à cette différence de sélection formelle de la structure des verbes de cette classe. Ok, une petite chose de plus qui est intéressante, l'absence de parallélisme entre l'anglais et le français et l'italien qui se manifeste dans le cas de structure accusative infinitif disparaît dans le cas où on a sorti le sujet de la phrase subordonnée, par exemple dans une relative. Donc, the man who Mary believes to be a liar is John est possible, mais aussi la structure française, l'homme que Marie croit être un menteur est Jean. En italien, l'uomo che Maria crede essere un mentitore è Gianni. Ces structures sont possibles. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce qui n'est pas possible dans la structure de base devient possible en cas d'extraction? Ici, il y a cette idée importante de Kane, il y a longtemps, sur laquelle j'ai aussi un peu travaillé, selon laquelle, dans la formation de relative, quand, par exemple en français, quand le sujet est sorti de la position sujet de la phrase subordonnée, il passe par le système du complémentaire où il est suffisamment proche du verbe principal pour recevoir le cas dont il a besoin, ce qui permet donc l'homme que Marie croit être un menteur. Donc ça, c'est une conséquence du mouvement qui rapproche l'élément qui doit recevoir un cas à l'élément qui peut lui assigner un cas. En tout cas, donc, il y a beaucoup à dire sur ces structures, mais on peut rapidement procéder. Je vais essayer de continuer encore une vingtaine de minutes, puis peut-être il y aura encore quelques minutes pour des questions éventuelles, pour un petit débat. Voilà, donc en revenant un instant à... Oups, non, pardon, le contraire. Voilà, en revenant à la typologie, il y a des paramètres d'assemblage externes, comme la sélection de différentes classes verbales. Il y a des paramètres d'assemblage interne, donc de mouvement, qui peuvent concerner le mouvement de syntagme ou le mouvement de tête. Donc, regardons brièvement cet aspect. Donc, deux types de mouvements, deux types de merge ou d'assemblage interne. On peut ou bien déplacer tout un syntagme à une position de spécificateur, comme on le disait, ou bien on peut prendre uniquement la tête du syntagme et la déplacer à une autre position de tête. Par exemple, quand on parle de mouvement du verbe à T, du verbe à la flexion verbale, là, on ne bouge pas tout le syntagme verbal, mais on bouge uniquement le verbe. Okay? Donc, il y a ces deux types, et les deux types de mouvements peuvent être paramétrisés. Le fameux paramètre de Emmons et Pollock, la position du verbe en anglais dans les langues romanes n'est pas la même. We often see Mary. On n'a pas en anglais we see often Mary. Okay? Mais nous voyons souvent Marie. Alors ce qui se passe, selon Emmons, selon Pollock, est qu'en français, en italien, etc., la spécification fonctionnelle de temps, etc., attire le verbe, ce qui détermine la forme fléchie complexe. On va reparler un peu de cela demain. Et ce qui détermine un ordre des éléments différents où le verbe lexical reste adjacent
à son complément, à l'objet direct en français, tandis qu'il se déplace dans les langues romanes. Donc là, c'est un paramètre. T attire le verbe lexical, oui en français, non en anglais. Okay? Et puis il y a beaucoup d'autres propriétés de mouvement de tête qui sont paramétrisées. Je mentionne une seule propriété, la cliticisation. Le fait qu'en français, en italien, il y a de petits éléments comme le, la, etc. Je le vois, je la rencontre, etc. qui se déplacent à une certaine position préverbale, tandis qu'en anglais, on n'a pas cette propriété. C'est bien sûr une propriété paramétrique très centrale, très importante, qui distingue toutes les langues romanes modernes et certaines langues germaniques, en particulier l'anglais. Voilà, il y a des effets diachroniques. Les valeurs diachroniques peuvent changer dans le temps, bien sûr. On a déjà évoqué le fait que, en reprenant le travail de Ian Roberts, que l'anglais, c'était comme les langues romanes, jusqu'à Shakespeare, fondamentalement. C'est-à-dire, il y avait un mouvement du verbe à T, donc on trouve, par exemple, si vous prenez le Hamlet, 1600, on trouve plein d'exemples de type I know not, pas I do not know, ou go not to Wittenberg, I speak not to him. Okay? Là, vous voyez ce qui se passe, c'est que le verbe se déplaçait exactement comme en français, je ne parle pas à lui, quelque chose comme ça. C'était tout à fait possible. Puis, ce que Ian Roberts suggère, c'est de mettre ça en relation avec l'affaiblissement du paradigme verbal dans cette période, ce qui a déterminé, si on établit un rapport causal entre ces propriétés, le fait que l'anglais moderne, l'anglais contemporain, n'attire plus le verbe lexical à la flexion verbale. Puis il y a tout un débat sur la manière exacte de calculer la richesse du paradigme verbal, sur laquelle je ne veux pas entrer maintenant. Si on regarde les langues scandinaves, on voit qu'il y a une grosse différence entre le scandinave des îles, l'islandais, et le scandinave continental. L'islandais a une belle structure morphologique bien différenciée dans le paradigme. En danois, mais même chose en norvégien, même chose en suédois. Il n'y a qu'une forme pour tout le paradigme du présent et une forme pour tout le paradigme du passé. Donc, même la différence du morphème S, accord troisième personne du singulier, qu'on trouve en anglais contemporain, on trouve encore en anglais contemporain, n'existe pas dans les langues scandinaves continentales. Donc un système de morphologie verbale très faible, et en conséquence, ce n'est pas étonnant d'observer qu'en islandais, le verbe est attiré à T, donc dans la partie haute de la structure, donc il précède le marqueur négatif, tandis que dans les langues comme le danois, il reste en bas, il reste dans la partie basse de la structure, il n'y a pas de mouvement. Et les Féringiens ou les Féroïens parlaient aux îles Féroé, qui sont un peu à mi-chemin entre la Scandinavie continentale et l'Islande, ont un comportement à mi-chemin, effectivement. C'est un système plutôt instable. On parle aussi parfois de dialecte de cette langue, même s'il n'y a que quelques milliers de locuteurs, où certains ont le mouvement du verbe et d'autres n'ont pas le mouvement du verbe. Et là, le paradigme verbal est intermédiaire, n'est pas aussi riche que l'islandais, n'est pas aussi pauvre que le danois. Donc, paramètres sur le mouvement de tête, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, j'ai juste donné une indication très superficielle.
paramètre sur le mouvement de syntagme, bien sûr. Et le cas paradigmatique de ce paramètre est bien sûr le mouvement WH pour former des questions. En anglais, what did John buy? C'est la seule possibilité. Et la stratégie in situ, le fait que, par exemple, un objet interrogatif reste en position objet dans l'ordre SVO de la langue, et le français qui a les deux possibilités. Tu as vu qui, au niveau colloquial, qui as-tu vu avec mouvement, les deux possibilités. Donc, il y a valeur paramétrique in situ, valeur paramétrique mouvement, et les deux possibilités dans certaines langues, comme le français. Parlons très brièvement de l'accord. On n'en a pas beaucoup parlé, mais encore une fois, en se référant à une observation classique de Greenberg, l'un des propriétés universelles dont il a parlé, je ne lis pas son texte qui est un peu obscur, comme il arrive parfois, mais ce qu'il veut dire est très simple. C'est ça. Dans les langues qui ont un morphème d'accord, en nombre, par exemple, hein, si le sujet précède le verbe, l'accord est obligatoire. Si le sujet suit le verbe, la langue admet cette possibilité, l'accord varie. Il peut être obligatoire, il peut être facultatif, il peut être absent. Donc il y a plusieurs formes de variation liées à l'accord. L'accord, je vous rappelle, est une relation entre deux positions qui est distincte du mouvement. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être réduit à merge. Donc il faut une paramétrisation spéciale pour ces cas. Je vous donne simplement, l'anglais et le français ne sont pas des bonnes langues pour illustrer ce paramètre, mais il y a des phénomènes qui suggèrent un peu le fonctionnement des propriétés paramétriques. Vous voyez que quand, par exemple en anglais, le sujet précède le verbe, l'accord est obligatoire. Donc, these girls are in the garden. Mais quand le sujet, exceptionnellement, peut suivre le verbe, par exemple dans la construction avec there, on a les deux possibilités. There are three girls, there's three girls in the garden, au niveau colloquial. Donc, on a les deux possibilités. Même chose un peu en français. Des filles sont ici, accord obligatoire. Ce sont des filles, accord, c'est des filles, absence d'accord. Donc, au niveau colloquial, on observe cette distinction qui est exprimée de manière très systématique dans certaines langues. En italien, SV et VS, accord tout à fait obligatoire en italien standard, mais dans beaucoup de dialectes, par exemple le fiorentino, gli è venuto le tue sorelle, est venu tes sœurs, sans accord dans ce type de structure. En arabe, on trouve le même type de phénomène. SV, accord obligatoire. VS, accord obligatoire dans certains dialectes, comme l'arabe libanais. Mais en arabe standard, tandis que SV détermine l'accord obligatoire, VS détermine l'absence d'accord. Donc c'est un peu l'image miroir par rapport à l'italien. L'italien, c'est toujours obligatoire, et dans les dialectes, non, tandis qu'en arabe, dans les dialectes, c'est toujours obligatoire, et dans le standard, l'accord n'a pas lieu dans l'ordre VS. Ok, je vais rapidement. Paramètre d'externalisation, bon, le paramètre du sujet nul, là, sur la réalisation des éléments, bon, évidemment, ça c'est un type de paramétrisation. Également pour tous les autres paramètres qui concernent la possibilité de ne pas prononcer une certaine partie de la structure, on peut traiter tous ces phénomènes comme des paramètres d'externalisation. Voilà. Et le paramètre tête-complément, quel statut a le paramètre tête-complément dans un cadre comme le cadre actuel et par rapport à la typologie
que je viens de proposer pour les paramètres. Et il y a trois idées, parmi lesquelles je ne veux pas choisir, mais de nouveau, c'est quelque chose qu'on reprendra demain. Dans l'approche classique, l'ordre tête-complément est un paramètre sur l'assemblage externe. Donc, on avait formulé merge de cette manière. AB, ceci détermine un petit arbre de ce type, où il y a une structure hiérarchique, on forme quelque chose de ces deux éléments, mais il y a aussi un ordre qui est stipulé, donc A précède de B. Okay? Si on formule les choses de cette manière, le paramètre d'ordre est un paramètre sur l'assemblage, sur merge directement. Il y a un autre type d'approche depuis longtemps, en effet, très influent, dû à Richard Kane, que j'ai cité plusieurs fois, selon lequel le paramètre d'ordre est un paramètre sur le mouvement. Ce n'est pas sur l'assemblage externe, mais sur l'assemblage interne, sur le mouvement. D'après Kane, d'après son système antisymétrique, l'ordre profond des langues est toujours tête-complément, tête-complément, tête-complément. Mais ce qui permet l'ordre complément-tête, c'est le mouvement. En effet, si, par exemple, à partir d'une structure VO, on fait bouger l'objet, on pourra obtenir de cette manière, par le biais du mouvement, l'ordre objet-verbe. Okay? Donc, sans entrer dans les détails, dans un système comme celui de Kane, l'ordre des éléments est une fonction de l'application de certaines règles de mouvement. Chomsky, par contre, dans sa version minimaliste classique, opte encore pour une autre solution. Pour Chomsky, l'opération de merge, l'opération d'assemblage, est une opération purement ensembliste, une opération qui crée des ensembles d'objets, mais sans déterminer l'ordre. Donc, merge de A et B détermine l'ensemble qui contient les deux éléments A et B. Mais ceci ne dit rien sur l'ordre de A et B. Donc, pour Chomsky, la partie centrale de la grammaire ne traite pas l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose de dérivatif, en quelque sorte. La structure générale de la grammaire, les propriétés profondes, disons, de la structure grammaticale, déterminent uniquement des structures ensemblistes, donc des ensembles qui contiennent d'autres ensembles, qui contiennent d'autres ensembles, sans rien dire sur l'ordre des éléments. C'est seulement au niveau de l'externalisation, donc quand on prononce une structure, quand on exprime une structure en langue des signes, par exemple, quand on écrit une structure, qu'on est forcé à prendre une position. Parce que il y a le principe que Ferdinand de Saussure appelait le principe de la linéarité du signifiant, où on ne peut pas prononcer deux choses en même temps, essentiellement. Et donc, il faut linéariser. Donc, pour Chomsky, l'ordre, les paramètres d'ordre sont de propriété de l'externalisation. La grammaire centrale, la grammaire profonde, ne traite pas de phénomènes d'ordre. Oui, peut-être je vais passer quand même encore 5 minutes à discuter de cet aspect parce que c'est intéressant. Donc, je terminerai vers 11h30, je pense. Peut-être il y aura encore le temps de poser une question ou deux. En effet, dans les versions toutes récentes du programme minimaliste, donc par exemple la version présentée dans le livre de Berwick et Chomsky sur l'évolution du langage, un livre important que j'ai cité déjà quelques fois, ou dans les lectures que Chomsky a donné à UCLA, qui sont accessibles sur Linkbase, sur une base de données où vous pouvez trouver toutes les choses qui ne sont pas encore publiées. Dans cette version du minimalisme, Chomsky propose une hypothèse très radicale de la paramétrisation
est différente par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Selon cette vision, disons, le calcul syntaxique a comme input les lexiques, et puis il y a les applications de merge, et on arrive à calculer des formes logiques, donc des représentations du sens, essentiellement. Mais à un moment donné, dans cette structure, il y a une composante qui se sépare, pour ainsi dire, de cet axe principal du calcul du lexique aux représentations de sens en quelque mesure, et c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Donc à un moment donné, on décide de prononcer la structure, donc il y a un système d'externalisation, il y a des règles phonologiques, etc., etc. Et tout cela produit des formes phonétiques, donc des instructions sur comment prononcer une structure. Or, selon l'hypothèse très radicale sur la variété linguistique que Chomsky propose ici, toute la paramétrisation a lieu dans l'externalisation. Donc, l'axe principal de la computation est invariante, est la même à travers les langues. Hein, ce qui est une idée très belle, très élégante, ce qui revient à dire que la syntaxe profonde est une sorte de langage de la pensée, la même à travers les langues, sauf uniquement quand nous essayons d'externaliser la structure que les différences entre les langues se manifestent. Une idée très belle, très élégante. Je crois que pour le moment, ça ne fonctionne pas encore. Okay? Donc, je crois qu'il y a des problèmes très importants qui suggèrent qu'il faudra réviser cette idée. Mais l'idée est compelling, comme on dirait en anglais. Donc, c'est une idée qui a des propriétés qui méritent sans doute d'être considérées. Je vous dis pourquoi je crois que pour le moment, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il y a des propriétés de la variation linguistique qui affectent la possibilité d'application ultérieure de merge. Donc, certaines continuations syntaxiques sont possibles ou impossibles sur la base des valeurs paramétriques qu'on a décidées. Donc, les valeurs paramétriques déterminent la continuation de la dérivation syntaxique. Et donc, si on limitait la paramétrisation à cette composante, il n'y aurait pas de moyen d'influencer ce qui se passe dans cet axe principal. Et donc je pense que pour cette raison, que je ne veux pas illustrer dans les détails, on n'arrive pas à faire marcher de manière satisfaisante cette idée. Néanmoins, c'est une idée sur laquelle il est absolument important de continuer à réfléchir. Je vais vite conclure. Perspective micro et macro comparative. Avec cette prolifération de paramètres, chacun d'une portée locale, c'est difficile d'identifier de grandes généralisations interlinguistiques. Il y a deux situations, néanmoins, dans lesquelles des patterns de variation peuvent émerger clairement. Une situation est dans une situation de micro-comparaison, et l'autre situation, je vais d'abord parler de la micro-comparaison, on peut comparer des systèmes très proches historiquement, par exemple les dialectes de langue romane, qui n'ont pas eu le temps de se différencier par rapport à plusieurs paramètres. S'il y a beaucoup de paramètres, et vous commencez la comparaison par des langues qui sont très éloignées historiquement, il y a trop de différences. Vous n'arriverez pas facilement à faire une comparaison satisfaisante. Mais si vous prenez des systèmes très proches, comme par exemple des dialectes romains ou des dialectes germaniques, vous comparez des systèmes qui diffèrent d'un nombre relativement limité de paramètres. Donc, il est plus facile d'identifier les
patterns fondamentaux de variation, parce qu'il y a moins d'interférences, il y a moins d'autres paramètres qui interagissent. En effet, selon la fameuse expression de Richard Kane, la syntaxe, la perspective microcomparative, is the closest approximation to a controlled experiment in comparative syntax. On ne peut pas vraiment faire des expériences en syntaxe comparative. On n'invente pas une nouvelle langue, n'est-ce pas, pour voir comment elle marche. Mais en comparant des systèmes très très proches, on s'approche de la situation d'un expériment contrôlé, d'une expérience contrôlée, où il n'y a qu'une propriété qui varie fondamentalement, n'est-ce pas? C'est ça la chose fondamentale des expériences contrôlées. Donc on peut faire de la syntaxe microcomparative, on peut faire aussi, dans certaines situations, de la syntaxe macrocomparative. Vous entendrez demain Cinque qui fera beaucoup d'exemples de cette sorte, si on se focalise sur certains sous-systèmes qui sont relativement isolés, où il n'y a pas eu trop d'interaction. Par exemple, si on regarde le système du syntagme nominal, où il y a moins de choses qui se passent par rapport à la phrase, au syntagme verbal, vous arrivez à comparer des langues, même très lointaines, de manière efficace, ce qui est montré, par exemple, par le travail de Cinque sur l'universel numéro 20 de Greenberg, qu'on verra. Voilà. Et puis, un système avec beaucoup de paramètres offre aussi un avantage important qui nous a été illustré dans le séminaire de Longobardi, n'est-ce pas? Un système avec beaucoup de paramètres permet d'étudier la similarité et différence entre les langues, non pas sur la base des méthodes classiques de la linguistique comparative, en regardant la similarité de forme lexicale, mais en regardant les propriétés paramétriques. Si vous avez beaucoup de paramètres, vous arrivez à faire des calculs de proximité ou de différence du type que Longobardi nous a proposé. Et ça nous donne l'espoir d'une méthode qui doit encore être raffinée. Il y a beaucoup de travail à faire, mais d'une méthode qui nous permette de suivre l'histoire profonde de langue de manière plus satisfaisante par rapport aux méthodes classiques de comparaison. Voilà. Parfois, la perspective microcomparative et la perspective macrocomparative sont considérées en opposition, de manière distincte de faire la syntaxe. À mon avis, non. À mon avis, on a besoin des deux. L'étude microcomparative nous donne une perspective sur les détails fins de la variation et facilite l'identification de paramètres irréductibles. Vous comparez des langues qui sont relativement peu différentes, donc ça permet d'identifier les véritables paramètres irréductibles dans cette sorte de situation. D'un autre côté, les études macro-comparatives nous donnent une vue d'ensemble sur la variation interlinguistique et on a absolument besoin de cela. Donc, les deux aspects sont, à mon avis, complémentaires et il faut il faut faire les deux choses. Bien, je m'arrête là. Excusez-moi, j'ai pris plus de temps que prévu. Je ne sais pas si vous voulez. On a peut-être encore 1 minute ou 2 minutes pour une question. Je vous ai donné assez d'informations pour peut-être on peut éventuellement faire un peu plus de discussion demain après mon dernier cours et aussi après la présentation de Cinque. Donc peut-être on s'arrête à ce point. Okay. Ah ouais, merci.